Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, en fait, je vous présente la partie 2 de mon top 10 des aventures préférées en lien avec le mythe de Cthulhu. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Numéro 5, The Highway of Blood, a Call of Cthulhu scenario for the 70s. Et faut que je le dise comme ça parce que vous allez voir la couverture puis ça donne vraiment ce mood-là. Vous trouvez dans l'ouest du Texas, pendant l'une des pires vagues de chaleur que la région a jamais connue, vous conduisez sur un tronçon d'autoroute isolé. Vous voyez que votre jauge d'essence se rapproche tranquillement du vide et vous apercevez soudain, dans le fond, un symbole qui rappelle en fait une station au service avec la possibilité de pouvoir faire le plein et peut-être même de boire petit quelque chose de frais. À la radio, vous entendez Coyote Mike, un DJ local, dire « Bienvenue à une nouvelle journée dans le 7e cercle de l'enfer avec un mercure qui devrait dépasser les 110 degrés ici sur l'épine dorsale du diable et demain ne s'annonce pas mieux. Comme mon vieux grand-père avait l'habitude de dire, on ne peut pas changer la direction du vent, mais on peut toujours ajuster ses voiles pour atteindre sa destination. Je ne sais pas où vous allez mes amis, mais voici un petit quelque chose qui vous fera rouler sur l'autoroute. » J'adore la prémisse de ce scénario-là. The Highway of Blood est un scénario pour la 7e édition de l'Appel de Cthulhu. Ça se déroule en 1975 et ça rend hommage à tout ce qui est l'époque Grindhouse. Des vieux films, souvent violents, de série B, des années 70-80, dans lesquels il y a l'hémoglobine, des jeunes qui se font délabrer, et c'est super... En fait, comme scénario, je pense que pour l'instant, c'est mon scénario qui est le plus justement dans la violence physique, la violence, on va dire, viscérale, ou qui va vous rappeler, pensez à des œuvres comme Texas Chainsaw Massacre. On s'entend, là, des jeunes qui débarquent, qui n'ont pas vraiment rapport là, puis qu'au final, ils vont se faire décortiquer morceau par morceau par des fous furieux. C'est un scénario qui est sandbox, très ouvert. Les nombres de séances vont varier vraiment beaucoup selon les actions des joueurs, selon ce qu'ils vont vouloir faire. Ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Parce que un scénario de l'Appel de Cthulhu qui est très, très, très sandbox, mais qui est sandbox pas, moi je pourrais dire pas aux quatre coins du monde. Ça demeure sandbox dans un certain coin précis du Texas. C'est pas quelque chose que je vois très souvent. Et ça va fonctionner avec n'importe quel ou presque type de personnage, ou même, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'être des investigateurs qui vont à la recherche de mystères, ou vous n'avez pas besoin d'être des agents de Delta Green super entraînés sur le terrain. Vous pouvez être monsieur, madame, tout le monde qui est en vacances dans le coin et qui se trouve au mauvais moment, au mauvais endroit pour au mauvais moment. Ça va être... et aussi, le déroulement du scénario va être très, très différent selon justement les actions que les personnages vont poser, les actions que... ou plutôt qu'est-ce que les personnages vont aussi influencer le déroulement de celle-ci. C'est une grosse aventure qui va aller vraiment dans, on va dire, la violence, l'action. C'est très pulp, mais c'est un pulp pas années 30, mais bien plus comme pulp action grindhouse. C'est une aventure justement qui va vous faire vivre, oui, l'aventure Lovecraftienne d'un certain côté. Ben, vous allez comprendre si vous la lisez. Je veux pas nécessairement comme tout dévoiler. Je trouve ça le fun. Surtout quelque chose de récent comme ça. Je veux pas comme trop en dire si jamais vous décidez de l'acheter ou si jamais vous dites, hey, ce serait le fun, proposez ça à un de vos maîtres de jeu de vous l'animer. Mais on s'éloigne on s'éloigne énormément du classique années 20 avant, investigation et tout ça. Mais tout de même, il y a un fond Cthulhuesque qui demeure alors que vous tentez de survivre à une expérience complètement horrible qui se déroule dans une petite ville déserte à l'ouest du Texas. Il y a aussi également, j'aime beaucoup le fait que l'aventure offre la possibilité, on va dire, de s'ouvrir à plein de, on va dire, de fins potentielles qui peuvent mener à d'autres suites de scénarios, à d'autres suites de péripéties, ça dépendant comment est-ce que vous décidez de le prendre. Mais si, du moins, si la prémisse vous parle, bien sûr, le lien dans la description de la vidéo, je conseille fortement d'acheter un coup d'œil. C'est le genre de choses que moi, ça m'a complètement charmé parce que c'est une mise en contexte que je vois très peu souvent. Bon, numéro 4. Les Encagés des 12 singes. Nous sommes le jeudi 9 mai 1913, il est 6h30 du matin à Villegouge, tranquille village des alentours de Libourne, dans le Bordelais. Les abords du 112 rue de la Libération sont noirs de monde, voitures de pompiers, ambulances et bien entendu véhicules de la gendarmerie. Le bâtiment, une grosse villa située à l'écart du bourg, est en flammes. Les pompiers sont certains que l'incendie est d'origine criminelle. 2 corps ont déjà été sortis des décombres. Ils portent très clairs impacts des balles et se trouvaient dans une chambre au premier étage alors que l'incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée. Les Encagés est une campagne pour Cthulhuac,
Donc, on n'est pas dans l'appel de Cthulhu, on n'est pas dans Delta Green, on est dans Cthulhuac, et même que c'est une variante de Cthulhuac. Ce n'est pas de Cthulhuac précis, mais la campagne possède son propre système qui a été adapté à l'ambiance qu'elle veut refléter, c'est-à-dire une enquête policière contemporaine qui est quand même à grande échelle. Les joueurs vont incarner des membres de la section de recherche Aquitaine qui sont basés à Bordeaux et à la tête de l'équipe d'enquêteurs, les personnages devront fouiller les scènes de crime, interroger les suspects, demander des analyses à leurs collègues, le tout dans une ambiance de plus en plus pesante à mesure qu'ils démêlent, dans le fond, l'intrigue qui plane sur la prémisse du scénario. Bon Dieu Seigneur, comment est-ce que je pourrais aborder ça? Les encagés, je trouve ça important d'en parler parce que c'est un scénario il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la manière que le construit ce scénario-là, c'est que j'aime ça quand l'appel de Cthulhu est subtil, j'aime ça quand dans que ça soit un scénario historique, que ce soit un scénario moderne qui se passe dans le passé, j'aime ça quand le mythe est comme sous-jacent, qu'il n'est pas... on me l'enfonce pas dans la bouche en faisant comme « Ah, regarde, une statuette de Cthulhu! » J'aime ça quand on prend le temps d'explorer une réalité qui est plausible, et que celle-ci, tranquillement, va dévoiler des segments de quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus terrible. Et c'est ce que fait Les Encagés. C'est vraiment, avant toute chose, c'est une enquête policière. Avant d'être une histoire en lien avec le mythe de Cthulhu. Et, de prime abord, ça m'aurait pas tant intéressé, je vous avouerai. Il y a, je disais, des fois, récemment, j'ai fait une espèce d'enquête, justement, policière, à la manière la manière d'une boîte à jeu comme un escape room, mais comme en boîte. Et pour vrai, je m'emmerde solide. On dirait que, je sais pas pourquoi, je pense que je suis pas bon pour faire ce type de partie-là, ce type de jeu-là où je dois, dans le fond, fouiller, trouver des indices, tout ça. Je suis vraiment une merde. L'animer, c'est autre chose, mais le jouer, c'est une chose. Sauf que les encagés, pour vrai, de la manière que c'est construit, la mise en page, la manière que c'est décrit, les indices qui sont donnés, Tristan Lhomme qui est derrière l'ouvrage, qui on connaît souvent très bien justement, qui a fait beaucoup de scénarios pour la ville de Cthulhu entre autres, ça a vraiment, vraiment fait quelque chose d'incroyable en termes d'accessibilité de l'information, en termes de possibilité de comprendre ce qui nous est donné, de description des personnages non joueurs, de comment est-ce que ceux-ci vont interagir avec les personnages, de quelles informations ils ont et qu'ils peuvent donner selon la situation, comment est-ce que les joueurs vont pouvoir trouver tel indice ou tel indice. Fait que tout ce qui est côté enquête policière est vraiment bien expliqué et ça donne vraiment le goût de l'animer en ce sens. Et pour ça, pour moi, je lève mon chapeau. Malgré le fait que, oui, il y a, on s'entend, le mythe de Cthulhu est très, très sous-jacent, mais il est là, et il est présent, et à mesure que l'enquête, dans le fond, se déroule, à mesure qu'on découvre des choses que tu fais, oh shit, ok, il se passe des affaires, là, il se passe des affaires. Production vraiment francophone, et pour ça, je suis un peu triste, malgré tout, de la peu d'accessibilité de la gamme de Cthulhuac en français au Québec. Ceci n'est absolument pas trouvable dans nos rayons. Il faut la faire venir dans le fond de France et ça coûte encore une fois des beurrés. Bien sûr, il y a des choses qui sont accessibles en PDF. Par contre, je veux tout de même lever mon chapeau à 12 singes parce que Cthulhuac en anglais est bien. Cthulhuac en anglais est bien, mais Cthulhuac en français a une vie et on dirait une communauté et une qualité visuelle, d'écriture et tout ça incroyable. Pour moi, je trouve ça magique. La seule chose, c'est que j'aimerais que ça soit un peu plus que ça soit un peu plus accessible pour les petits Québécois que nous sommes, pour ceux qui nous écoutent. Mais pour le reste, pour moi, c'est chapeau au trou. Je sais pas pourquoi j'allais dire ça, mais ça n'a aucun rapport. Fait donc, numéro 4, Les Encagés des 12 singes pour Cthulhuac-ish. Numéro 3. Et numéro 3, je triche un peu parce que j'ai 2 ex-aequo et vous allez comprendre pourquoi. Numéro 3, j'ai Les Oripeaux du Roi pour l'Appel de Cthulhu 6e édition ou aussi en anglais Tatters of the King qui est disponible. Et bien sûr, Impossible Landscape pour Delta Green, une autre campagne. C'est 2 grosses campagnes, ce n'est pas des petits scénarios qui peuvent se faire en one-shot. C'est 2 grosses moutures
Et en commençant avec les oripeaux, c'est une campagne qui débute à la fin des années 1928 et qui se termine environ 1929, début 1930 en fonction de comment est-ce que les joueurs vont interagir avec tout ce qui se passe. Ça va mener les investigateurs à Londres, au plateau de Laigne, en passant par l'Italie, l'Inde, Carcossa, Aldébaran, où réside Astur, qui se rapproche de la Terre selon un cycle de plusieurs millénaires. Et les humains les plus réceptifs, qui sont les artistes, vont commencer à sentir son approche et une grande machination est en marche pour, dans le fond, en provenance d'un culte qui lui est donné, qui vont tranquillement vouloir apporter, on va dire, le grand roi en jaune sur la planète Terre. Et ça, c'est vraiment c'est le synopsis des oripeaux du roi. Impossible Landscape, va aborder un peu la même thématique, c'est-à-dire le roi en jaune. Le roi en jaune, celle-ci va se dérouler sur plusieurs décennies. Ça va commencer, il me semble, 1995, on va jouer ici. 1995 avec le scénario de Night Floors, et ça va se terminer en 2015 avec A Volume of Secret Face. C'est une campagne pour Delta Green qui va en fait justement lancer les joueurs sur on va dire une grande, je vais dire péripétie, mais une grande histoire sous-jacente qui va se révéler à mesure que ceux-ci vont prendre conscience qu'il y a la folie qui est aux abords, on va dire, de la réalité et que la ville de Carcossa commence tranquillement à faire son apparition autour d'eux et que vraiment c'est là qu'ils vont pouvoir trouver les réponses à leurs questions, peut-être même aussi la folie tout simplement parce que c'est ce que représente Astur, le roi en jaune. Il représente cette compréhension, et là, je passe sur des choses, là, cette compréhension que la vérité est un mensonge et qu'au final, la seule manière de pouvoir réellement être en paix avec soi-même, c'est de se tourner vers l'espoir que nous offre le roi en jaune au-delà de cette façade délabrée du monde dans lequel on vit. Et pourquoi est-ce que j'ai mis ces deux-là en égalité, ces deux campagnes-là qui sont quand même très, très différentes, mais qui ont, je trouve personnellement, certaines choses qui se rapprochent, outre la thématique du roi en jaune, c'est justement parce que la thématique du roi en jaune. Parce que Astur est pour moi, selon moi personnellement, c'est le grand ancien. Astur est un grand ancien, sans vouloir faire une grosse explication de la cosmologie de Lovecraft, là, mais Astur est un grand ancien qui est, selon moi, la représentation la plus moderne et la plus fidèle du mythe de Cthulhu, même si ce n'est pas une créature qui a été créée par Lovecraft lui-même. C'est pour moi, c'est on va dire l'être qui représente le mieux le mythe aujourd'hui. Cthulhu est l'espèce de créature tentaculaire. Vous pouvez marquer son nom sur Google Images. Là. Ça ressemble à un flagelleur mental dans Donjon Dragon. Ça ressemble à une pieuvre avec des bras et des jambes. Et quelque chose qui a eu, je crois, son temps, qui est très cool, qui est très bien représenté dans des scénarios d'époque, des scénarios du passé, tout ça. Mais Astur, le roi en jaune, pour moi, c'est ce qui va le mieux représenter la folie. C'est pour moi ce qui va mieux représenter, on va dire, la réalité dans laquelle on vit. Comme quoi la réalité dans laquelle on vit est un mensonge, est un mystère que si on dévoile, on va indubitablement tomber dans les méandres du cosmos et de l'incompréhension d'un univers trop grand qu'on ne pourra pas au final assimiler ou comprendre. C'est une créature qui vit très loin, qui ne vit pas sur Terre et qui va, dans le fond, justement, envoyer des messages, qui va envoyer, dans le fond, des messages cryptiques, des propos à des gens qui sont très réceptifs à lui, c'est-à-dire des gens qui sont dans les cercles artistiques et qui vont s'exprimer par leur œuvre en justement voulant décrire ou déconstruire qu'est-ce que Astur leur demande, d'où le livre, la pièce de théâtre Le Roi en jaune, qui mène en folie toute personne qui la lit. Et pour moi, c'est tellement on va dire un méchant, je veux dire ça entre parenthèses, un grand méchant, intéressant à explorer, qui a une histoire et on va dire un culte qui l'entoure, super intéressant aussi également à mettre de l'avant dans vos parties et qui va justement avoir vraiment sa place dans quelque chose de très conceptuellement, qui va vraiment avoir sa place dans quelque chose de très moderne. Et pour moi, ces deux-là sont vraiment super bien écrites. Les oripeaux du roi, pour vrai, c'est une aventure pour moi, c'est une aventure très classique. Cthulhuesque,
du mythe de Cthulhu, dans le sens que ça va vraiment envoyer les personnages dans tous les sens, autour de la Terre, grosse intrigue, on découvre des choses, on vire fou, on meurt, et Impossible Landscape, pour moi aussi, cette même approche-là, mais d'un point de vue Delta Green, dans le sens que c'est vraiment une grosse enquête gouvernementale où est-ce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont cachées mais qui devraient pas être révélées, et ça se passe sur plusieurs années, tout ça, et les deux ont la capacité de pouvoir wiper, mettre à mort absolument tous vos investigateurs ou vos agents d'un claquement de doigts. Il peut vraiment avoir un bon roulement, puis je crois que certaines personnes peuvent être très, on peut dire, avoir une impression très péjorative de la chose, mais pour moi, ce n'est que du gros bonbon. C'est tellement bien écrit, c'est tellement bon. Je suis vraiment fan de pouvoir mettre de l'avant tout ce qui est côté artistique dans une partie de jeu de rôle. Les pratiques artistiques décrites dans un scénario, pour moi, ça vient c'est très riche parce que je trouve que c'est pas nécessairement une thématique qu'on met tant de l'avant que ça au quotidien. Dans une partie jeu de rôle, je parle. Pas au quotidien, selon si vous êtes artiste, là, mais dans une partie jeu de rôle, tout ce qui touche l'art, c'est pas nécessairement comme le truc qui, tu sais, on est habitué, là, investigation ou tapage de monstres, mais là, il y a quelque chose d'autre à aller chercher. Et pour moi, je trouve que c'est un carburant à idées que d'aller vouloir, on va dire, mettre de l'avant tout ce qui va toucher l'art pictural, le dessin, le théâtre et toutes ces choses-là. Ça ne fait que me stimuler. On va dire ça comme ça. Donc, et voilà. Je suis parti sur une méchante envolée. On verra bien si tout ce segment-là va être gardé. J'espère que non. Numéro 2, Les Étoiles brûlantes de David Conyers, mais publié en français pour la 6e édition de l'Appel de Cthulhu dans le recueil Terreur de l'au-delà. En quelques mots, Haïti, 1930, en pleine occupation américaine, les investigateurs se réveillent à l'hôpital militaire de Port-au-Prince. Ils sont amnésiques et sujets à des pertes de conscience impossibles pour eux de se rappeler les 7 derniers jours, depuis avant leur arrivée sur l'île. Ils sont néanmoins animés par une urgence, quelque chose d'horrible se prépare et ça doit être empêché. Leur enquête les conduit à rencontrer des adeptes du vaudou, des trafiquants d'armes, des rebelles haïtiens et le service de renseignement américain dans une course contre la montre qui leur révélera enfin de bien terribles vérités. Wow, ok. Les Étoiles brûlantes de David Conyers, je l'ai mis dans ce top 10 parce que c'est pour moi, c'est le scénario qui a la meilleure plot twist. On va dire ça, la meilleure twist dans le lot que je propose aujourd'hui. C'est un scénario à découverte. C'est un scénario à prise de conscience, à OK, il se passe ça. Oh mon Dieu, je savais pas. OK, il se passe ça. OK, il se passe ça. Et bref, il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans ce scénario-là qu'à mesure que les joueurs vont prendre conscience des différents éléments dans lesquels ils sont empêtrés, ça va mener éventuellement à une découverte finale qui est, selon moi, je me smack là. Ouais, smack la main comme ça. Qui est vraiment, vraiment délicieuse. Et là, je vais le dire. Fait que si jamais vous voulez jouer ce scénario-là ou vous voulez être joueur et que vous voulez pas vous spoiler tout de suite, même si le scénario est quand même sorti il y a vraiment plusieurs années, bouchez-vous vos oreilles ou bouchez-vous vos oreilles comme si vous allez me voir parler, mais vous m'entendez pas. Ou faites juste skipper un peu quelques secondes. Je vais le dire maintenant. OK? Je vais le dire maintenant. Début de spoiler. Les personnages sont morts. Ils sont tous morts sauf un. Et les autres personnages sont en fait on va dire comme un peu, pas nécessairement des dédoublements de personnalité, mais plus comme des reflets des gens avec qui il a côtoyé au courant, dans le fond, des derniers jours avant sa mort. Et dans le fond, il y a juste une personne qui peut interagir avec les NPC, mais les autres le savent pas. Et de ce fait, ça demeure vraiment une gigantesque pirouette narrative de la part du DM. C'est très difficile, je trouve, à maîtriser. Mais la découverte finale, lorsque le joueur prend conscience qu'il est tout seul, puis qu'au final, tout le monde joue un peu des facettes différentes de ce personnage-là, c'est vraiment, vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. OK, fin du spoiler. Je sais pas comment vous avez fait là, pour savoir que ça se terminait là, mais fin du spoiler. Outre cette grande découverte finale, toute la mise en contexte de Haïti, qui est un lieu de jeu que je n'ai jamais exploré vraiment dans aucune autre partie que ce scénario-là. Super intéressante, super bien expliqué, vraiment bien élaboré. On est dans l'ambiance, c'est lourd, c'est moite, c'est tropical, costume de coton blanc. C'est une ville contrastée. Il y a vraiment du super beau, en même temps du super terrible, de la lutte sociale, avec justement toute l'espèce de petit côté vaudou qui embarque. Il y a, oui, justement, le mythe de Cthulhu qui est très présent, en fait. Vraiment présent dans ce scénario-là, mais il y a aussi tout ce qui est côté exotique à quelque chose qu'on n'est pas nécessairement habitué
normalement, d'explorer dans une partie jeu de rôle. Pour moi, c'est un excellent exemple de pourquoi est-ce que j'aime tant l'appel de Cthulhu, parce que on explore tout. C'est ça qui est le fun dans l'appel de Cthulhu. En fait, dans un scénario Cthulhuesque, c'est que les grands anciens ont tout le temps été là, ils ont toujours été là, puis ils vont être là jusqu'à la fin des temps. De ce fait, c'est tellement facile d'aller explorer une période historique, d'aller explorer un segment du monde et de se dire, il y a un scénario de Cthulhu qui se passe là. Et on est en 1958 dans cet endroit-là, dans ce pays-là, et comme ça, on est, oui, aux prises avec la réalité de l'époque et aux prises avec, dans le fond, qu'est-ce qui se passe en lien avec le mythe. Et pour moi, ça, c'est une richesse incroyable de l'appel de Cthulhu. C'est pour ça que je préfère ça à du médial fantastique, c'est pour ça que je préfère ça à, même, je pense, du sci-fi à un certain point, parce que ça me permet de faire un peu tout et d'explorer l'histoire, chose que j'aime vraiment énormément. Fait que pour ça, Les Étoiles brûlantes de David Conyers, publié en français pour la 6e édition, dans le recueil Terreur d'au-delà, comme d'autres que j'ai mentionnés, malheureusement seulement disponible chez votre revendeur. J'ai pas vérifié, peut-être qu'il existe aussi, puisque David Conyers, je me dis que ça doit être un scénario qui doit être en anglais quelque part. Donc, si jamais vous le savez, dites-le dans les commentaires, je suis curieux. J'ai pas fait ma recherche là-dessus, je ne suis pas très fier de moi. Et finalement, mon numéro 1 qui est, selon moi, c'est pas nécessairement le meilleur scénario de l'appel de Cthulhu, loin de là. C'est pas le scénario que je suis genre comme « Oh mon Dieu, il n'y en a pas meilleur que celui-là ». Mais il y a tellement de choses qui font en sorte que cette histoire-là, cette mise en contexte-là vient me chercher sur plusieurs aspects. Il s'agit de Viral, de l'appel de Cthulhu pour la 7e édition de Call of Cthulhu, c'est un scénario moderne qui se déroule aujourd'hui. Et la mise en contexte est la suivante. Rejoignez Rejoignez Marco Proudfoot, hôte de la chaîne YouTube à succès The Spectral Crew, alors que lui et ses collègues enquêteurs paranormaux se rendent sur une île au large de la Sicile pour découvrir les passés sombres de l'endroit. Les seules informations publiques de la zone sont une carte satellite pixelisée et une pile de documents. Mais un peu de fouille sur le dark web a révélé quelque chose de bien plus sinistre. Quelle meilleure façon d'atteindre le million d'abonnés que de diffuser leur enquête en direct de l'île? La crew espère trouver des preuves du paranormal, mais ce qu'ils découvrent est bien plus horrible que, dans le fond, des simples petits glitches sur une caméra ou des sons qu'on pourrait entendre dans le fond de notre oreille. Viral, c'est un scénario qui se déroule à l'époque moderne et qui est conçu pour être exécuté en un seul ou plusieurs, on va dire, rencontres, en plusieurs sessions de jeu selon les besoins du maître de jeu, selon les besoins du gardien, comment est-ce qu'il veut découper, dans le fait, celui-ci. C'est un scénario qui a toute l'information nécessaire pour le jouer, en plus de comprendre l'histoire de l'île où les joueurs vont se rendre, la chronologie des événements, des informations pour proposer, en fait, des astuces pour créer une expérience immersive en lien avec le style chasseur de fantômes, des descriptions détaillées des lieux. Il y a des personnages qui sont pré-générés, des pré-tirés qui sont offerts. Il y a des nouvelles choses, je vais essayer de pas trop en dire, des nouvelles choses précises en lien avec le mythe de Cthulhu, que ce soit des créatures peut-être, ou des sorts, ou des choses comme ça, qui sont aussi disponibles pour la 7e édition, bien sûr, compatible avec la 7e. Il y a le scénario propose une nouvelle règle de santé mentale. Il y a un document de 34 pages pour les joueurs, 5 cartes détaillées en couleur et encore plus. C'est vraiment... Et c'est ça que je trouve fou. Les gens qui écrivent des scénarios pour l'appel de Cthulhu, Miskatonic quelque chose, je sais plus quoi le nom là, pour avoir le petit symbole dessus pour dire que c'est comme presque officiel, sont vraiment talentueux. Sont vraiment, vraiment, vraiment talentueux. Ils ont vraiment le cœur au ventre de produire du stock qui n'est pas officiellement Chaosium, mais qui a une qualité qui, des fois, va dépasser des scénarios officiels. Ce scénario-là, c'est super bien construit, c'est magnifique, c'est atmosphérique. Ça se déroule à l'époque moderne et ça utilise les tropes, on va dire, les effets de l'époque moderne. C'est-à-dire que là, on est dans le monde du streaming, on est dans le monde du multimédia. Il y avait vraiment quelque chose qui met de l'avant, on va dire, tout ce qui est très 21e siècle, et ça va, non pas s'en rappeler, peut-être, pour les gens qui connaissent, quelque chose qui se nomme Channel Fear. Channel Fear de Anthony Ino, qui est excellent, un jeu de rôle français qui met de l'avant justement une équipe de chasseurs de fantômes. Et Viral me fait vraiment penser à ça. C'est ça qui est vraiment cool. J'ai adoré Channel Fear, j'adore la mise en contexte de pouvoir faire comme une équipe de fantômes une équipe de chasseurs de fantômes, mais qu'ils sont aux prises avec des vraies choses qui se passent, puis ça les dépasse, mais ils veulent comme filmer parce qu'au final, ça peut être rentable et ça peut les mener peut-être vers la gloire. Et le scénario Viral vient vraiment, vraiment bien chercher cette fibre-là, cet aspect-là du, on va dire pas de la maladie, mais
du problème de vouloir toujours pousser plus malgré le fait que ton cerveau te dit non, c'est dangereux, qu'est-ce qui se passe, va-t'en pas là. C'est encore une fois des scénarios qui sont, pas les scénarios, mais les pré-générés, les pré-tirés qui sont proposés sont vraiment complets, sont détaillés, ça permet aux joueurs de faire une bonne prise en main sur qu'est-ce qui se passe et d'avoir une bonne idée de qui est-ce qu'ils vont interpréter. Et chose aussi que je trouve vraiment intéressante, c'est que souvent, des fois, on a l'impression dans les scénarios de l'Appel de Cthulhu, quand c'est des pré-tirés, surtout en plus quand c'est moderne, que tu dis, bon, ben, je vais jouer monsieur, madame, tout le monde, puis c'est un peu plate. Mais encore une fois, ceux-ci sont vraiment bien décrits afin de pouvoir avoir l'impression, mais pas l'impression, mais avoir le fait qu'ils ne sont pas fades, ils ne sont pas unidimensionnels, ils ont une profondeur malgré que ce n'est pas des magiciens, des sorciers ou des investigateurs des années 30. C'est vraiment impressionnant comme ouvrage. C'est vraiment impressionnant comme scénario. C'est vraiment pas tant cher non plus si vous voulez comme juste l'acheter en PDF sur DriveThru RPG. Il y a vraiment tout ce qui est mis. Tout est accessible pour pouvoir, autant pour le maître de jeu que pour les joueurs, se l'approprier et comprendre et savoir qu'est-ce qui se passe, des aides de jeu, des arrière-plans, les personnages pré-générés, les conseils pour exécuter l'aventure, en soit une aventure très courte ou en quelque chose de vraiment plus long. C'est juste bon. C'est juste du bon. Puis c'est pour ça que Viral se ramasse à mon numéro 1, parce que je me dis, on est rendu là. On est rendu à avoir des trucs de cette qualité-là, des produits de cette qualité-là, alors que c'est fait par des passionnés qui peut-être, oui, vont gagner leur vie en faisant ça. Je sais pas, je peux pas dire, je connais pas les gens derrière le projet, là, je suis en train de regarder, là, mais non, je les connais pas. Mais qu'au final, ça ne me donne que de l'espoir pour le futur et l'avenir de tout ce qui est non officiel en termes de scénario en lien avec le mythe de Cthulhu. Ça ressemble à ça. Hey! C'était mon top 10. Ça a été long, je m'excuse. J'espère que vous avez apprécié ça. Merci encore aux personnes qui ont commenté, liké. Je suis curieux de savoir, vous, en commentaire, ça a été quoi vos coups de cœur? C'est sûr qu'il y a des gens qui vont me dire les masques de Nyarlathotep ou Terreur sur l'Orient Express ou d'autres gros monuments du genre. Les masques, c'est sûr, certains, là. Mais je l'ai lu, mais je ne l'ai pas joué. Et je l'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment bon. Mais au final, il fallait que je choisisse des choses. Fait que, pour vrai, merci encore aux personnes qui ont liké. Merci aux personnes qui ont écouté au complet la vidéo. C'est apprécié. Surtout quand elle est longue de même. Et pour les autres, on se dit à la prochaine. Et je vous souhaite un bon mois de spookiness d'Halloween si vous l'écoutez en mois d'octobre.